L'aïkido est l'un des arts martiaux japonais les plus connus au monde. Si les arts martiaux ont souvent l'image de pratiques ancestrales, l'aïkido est en fait une pratique très jeune, puisqu'on peut dater sa création aux alentours du milieu du XXe siècle. Le nom aïkido est composé de 3 termes, ai qui signifie harmonie ou union, ki qui désigne l'énergie, et do qui se traduit par la notion de voie. L'aïkido est donc la voie de l'union des énergies. Si ce nom peut laisser penser que la pratique de l'aïkido est une pratique pacifiste, dans les faits, bien que l'aïkido soit une discipline orientée vers la défense, la réalité est beaucoup plus nuancée, comme nous allons le voir un petit peu plus loin. L'aïkido est certainement avec le judo et le karaté, l'un des arts martiaux japonais qui s'est le mieux exporté au monde, et notamment en France. À ce titre, il y a encore peu de temps, la France était le second pays au monde où l'on trouvait le plus de pratiquants d'aïkido. Comme toujours, commençons par un peu d'histoire. L'aïkido est la création de Morihei Ueshiba, souvent appelé O-sensei, qui peut se traduire par grand maître. Je ne m'attarderai pas sur tous les arts martiaux que le maître aura étudiés durant sa vie car cela prendrait un épisode entier, on peut cependant citer certains qui auront une grande influence dans la création de l'aïkido. Ainsi, parmi les arts martiaux qu'aura étudié le fondateur, on trouve entre autres le jujutsu de l'école Tenshin Shinryu ou encore le sojutsu, une discipline où l'on étudie le maniement de la lance. L'art martial qui aura cependant la plus grande influence sur la création de l'aïkido est le Daitoryu Aikijutsu que Morihei Ueshiba aurait appris auprès de Takeda Sokaku. Bien que Morihei Ueshiba soit resté de nombreuses années auprès de son maître, dans les faits, il n'étudia le Daitoryu que durant plusieurs courtes périodes. C'est en 1919 qu'il commença à enseigner, sa discipline ayant le nom de Daitoryu et non d'Aikido. Cependant, sur demande de son maître, il changera le nom de sa pratique en Aikijutsu en 1922. En 1924, Morihei Ueshiba rejoint la secte Homotokyo et part en Mongolie. Ce qui s'est passé là-bas et les raisons qui ont poussé O-sensei à faire ce voyage font débat. Cependant, il se fit très vite arrêter par l'armée chinoise et sera rapatrié au Japon. De retour au Japon, il continuera à faire évoluer son art martial qui prendra par la suite le nom d'Aikibudo en 1930 pour finir par prendre le nom d'Aikido quelques années plus tard. L'histoire de l'aïkido est avant tout l'histoire d'un succès rapide, et pour bien comprendre ça, il faut revenir quelques années en arrière. Dès les années 20, Morihei Ueshiba était déjà un pratiquant d'arts martiaux reconnu dans tout le Japon. À partir des années 1930, il recevra le soutien de Jigoro Kano, le fondateur du judo, qui fut l'un des hommes les plus influents de l'histoire des arts martiaux japonais. Si on avance souvent que Morihei Ueshiba était un pacifiste et humaniste convaincu, ce n'était pas le cas au début de sa pratique, et le maître possédait une part d'ombre. En effet, à l'époque, il entretenait des liens très étroits avec certaines branches ultranationalistes du Japon et participera à l'effort de guerre en enseignant notamment à la Kempentai ainsi qu'à diverses branches de l'armée japonaise. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la Kempentai est une branche de la police militaire japonaise, parfois comparée à la Gestapo, accusée de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'année 1941 marquera un tournant dans le développement de l'aïkido, puisque non seulement son fondateur sera amené à présenter son art martial devant l'empereur, mais c'est aussi durant cette année qu'il prendra ses distances avec les autorités japonaises. Le terme Aikido, lui, sera créé un an plus tard, en 1942. Suite à la défaite du Japon en 1945, les autorités américaines firent interdire la pratique des arts martiaux, jugeant que ces derniers avaient participé au développement de l'esprit militariste et expansionniste du Japon. Cependant, la pratique de l'aïkido sera très vite autorisée, et ce dès 1948. Ceci semble venir du fait qu'à cette époque, O-sensei transformera sa pratique en un art de paix. Cette rapide légalisation et ce nouvel esprit jugé pacifiste ont permis à l'aïkido de s'exporter en Occident, et ce dès les années 50 et 60. Il est maintenant temps de parler brièvement des différents styles d'aïkido. L'un des points les plus étranges à ce sujet est que malgré sa jeunesse, l'art martial est divisé en de nombreux styles. Pour simplifier les choses, on peut dire que l'on distingue deux grandes familles de styles, les styles purs et les styles mixtes. Précisons que cette distinction n'a rien d'officiel. Le cas des styles mixtes est le plus simple à traiter, puisque s'ils sont parfois considérés comme des styles d'aïkido, il s'agit en fait le plus souvent de disciplines à part entière. Il s'agit en fait de cas où à la pratique de l'aïkido, on a ajouté des techniques et principes issus d'autres arts martiaux. Le cas des styles que l'on pourrait qualifier de purs est beaucoup plus complexe. En effet, il est souvent difficile pour un profane, voire pour un jeune pratiquant d'aïkido, de distinguer les différences de ces derniers. Ces différences relèvent souvent de divergences de méthodes d'entraînement, d'utilisation du corps ou de détails techniques. L'une des principales raisons de cette division semble être liée à la manière dont l'aïkido fut enseigné par Morihei Ueshiba.
L'aïkido enseigné par O-sensei a énormément évolué tout au long de sa vie, allant d'un aïkido très martial et militaire à une pratique plus souple et pacifiste. Quand ses élèves se mirent à enseigner, ils enseignèrent l'aïkido tel qu'ils l'avaient reçu de leur maître. Ceci entraîna la création de nombreux styles d'aïkido, dont plusieurs aujourd'hui se prétendent être l'aïkido véritable du fondateur. De manière plus récente, d'autres styles se sont créés dans le but de redonner à l'aïkido un aspect plus martial et ancré dans la réalité du monde moderne. Concernant maintenant la pratique de l'aïkido, ce dernier se caractérise par des mouvements souvent circulaires, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les styles, et par une grande importance donnée à la souplesse et à la fluidité. Une grande partie des techniques repose sur le fait d'agir sur les articulations de l'adversaire pour le mettre hors de combat. Concernant ce panel technique, l'aïkido repose principalement sur l'étude des nagewaza, ou techniques de projection dont le but est de faire chuter l'adversaire, les katamewaza, ou techniques de contrôle qui sont des immobilisations, les atemiwaza qui sont des techniques de frappe, et enfin les ukemiwaza qui sont les techniques de chute. A noter que contrairement au judo, lors de l'exécution d'une chute d'aïkido, le pratiquant doit apprendre à se relever immédiatement pour pouvoir faire face à un autre adversaire. Pour ce qui est du travail des armes, on trouve principalement 3 armes étudiées en aïkido, le bâton jo, le sabre tachi et le couteau tanto. A noter que l'importance donnée à ce travail changera radicalement d'un style à l'autre. Ainsi, si dans certains styles les armes sont étudiées dès les premiers cours, dans d'autres cas, leur pratique est réservée aux élèves d'un niveau avancé. Pour ce qui est des formes de travail, on en trouve 3 principales en aïkido. Le premier type d'exercice est l'étude des techniques de base face à un adversaire. Lors de ce travail, on répète de très nombreuses fois une même technique à droite et à gauche. Ces nombreuses répétitions ont pour but d'intégrer les nombreuses subtilités de la technique, mais aussi de rendre son usage naturel. L'une des particularités de l'aïkido est que les techniques sont autant étudiées pour faire face à un adversaire debout qu'à genoux. Ce type de travail commence avant tout par l'étude des shiko, une forme de déplacement à genoux propre à l'aïkido et au daito-ryu. Une fois les techniques de base intégrées, le pratiquant sera amené à étudier en technique libre ou jiu-waza. Lors de ce travail, le pratiquant doit faire face à un adversaire qui l'attaque sans relâche et se relève instantanément après avoir chuté. Ce type de travail est particulièrement éprouvant mais permet de développer les réflexes. Petit détail terminologique, en aïkido, celui qui effectue la technique est appelé tori et celui qui subit la technique est appelé uke. On retrouve cette terminologie dans de très nombreux autres arts martiaux japonais. La dernière forme de travail, qui est la forme la plus avancée, est l'étude du randori. Il faut cependant faire attention car le randori d'aïkido n'a rien à voir avec le randori du judo. En aïkido, le randori est une forme de jiu-waza où le pratiquant doit faire face à 2, 3 ou même 4 adversaires. C'est un exercice particulièrement difficile car les attaques proviennent de plusieurs angles différents et ce de manière simultanée. Le randori est particulièrement bénéfique pour l'étude des déplacements ainsi que pour le travail de la vision périphérique et la gestion du stress. Avant de finir cet épisode, un dernier point mérite d'être abordé et c'est celui de l'efficacité de l'aïkido. En effet, dès lors que l'on fait des recherches sur l'aïkido, on trouve de nombreuses personnes affirmant que l'aïkido n'est pas efficace face à une agression. Je ne vais pas vous proposer une réponse tranchée sur la question, mais plutôt vous donner des pistes de réflexion. Tout d'abord, on trouve des problèmes liés à la manière dont est enseigné l'aïkido. À ce titre, on enseigne parfois qu'en aïkido il n'y a pas de frappe, ou encore que les techniques ne peuvent être utilisées qu'en situation de défense. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Viennent ensuite une série de problèmes liés à l'attitude des pratiquants. L'aïkido étant perçu comme une discipline pacifiste et humaniste, les pratiquants ont parfois tendance à se laisser faire, même lorsqu'une technique est inefficace, mais aussi à manquer d'intensité et de franchise lors de la pratique. Un dernier problème est peut-être lié à la nature même de l'aïkido. Il s'agit d'un art martial très complexe et subtil, qui nécessite donc un haut niveau de maîtrise pour pouvoir être appliqué en self-défense. Cet épisode de 9ème Q est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site L'Art de la Voix. Vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo. A bientôt!